messieurs, bonsoir. Au programme de cette édition, retour sur le voyage d'Emmanuel Macron au Cameroun. Près d'un an après le sommet Afrique-France de Montpellier, le président français n'avait qu'une obsession, la Russie. Retour ensuite sur les lubies sécuritaires du ministre Darmanin et enfin une page sport cataclysme avec les JO de Paris 2000. La Russie, invitée surprise du voyage d'Emmanuel Macron en Afrique en déplacement au Cameroun. Le président français a laissé entrevoir son obsession pour le conflit ukrainien et a tenté de faire la morale à l'assistance. Retour sur une opération pas franchement réussie. Mardi, près d'un an après le sommet de Montpellier Afrique-France, le président de la République a entamé une visite en Afrique en commençant par le Cameroun. Après un détour auprès de l'ancien joueur de tennis en froid avec le fisc français Yannick Noah, retourné sur ses terres natales et installé dans le village d'Etoudi dont il est le chef, Emmanuel Macron a donné une grande conférence de presse avec le président du pays, Paul Biya. Le président Macron a annoncé une coopération entre historiens français et camerounais, sans doute pour la réécrire, dans le cadre d'une page mémorielle désormais incontournable, une page qui cadre assez mal avec les premières prestations d'Emmanuel Macron en Afrique, dont le voyage au Burkina Faso en 2017 avait laissé des traces. Rappelez-vous. C'est quelque part, vous me parlez comme si j'étais toujours une puissance coloniale. Mais moi, je ne veux pas m'occuper de l'électricité dans les universités au Burkina Faso. C'est le travail du président. Du coup, il s'en va, reste là. Du coup, il est parti réparer la climatisation. Un spectacle qui n'avait donc pas particulièrement rendu populaire Emmanuel Macron sur le continent africain. Et si la conférence de presse à Yaoundé mardi a été davantage dans la correction protocolaire, sur le fond, un troisième invité obsédant, le président français, a occupé une large part des discussions, la Russie. En effet, la situation internationale est en partie rythmée par le conflit en Ukraine. Concernant l'Afrique, l'essentiel des inquiétudes se porte sur l'acheminement de céréales bloquées dans les ports ukrainiens, qui devraient toutefois reprendre après la signature des accords d'Istanbul, accords dans lesquels Emmanuel Macron n'a joué aucun rôle. Une inutilité qui n'aura pas empêché au président français de donner des leçons de géopolitique aux Africains. Je pense que on dit souvent, quand j'écoute ou je lis, beaucoup d'approximations sur ce qui se passe en Ukraine. Et je ne ferai pas de comparaison excessive. En Ukraine, vous avez un pays souverain dont la souveraineté et l'intégrité territoriale a été violée par une agression unilatérale d'un pays voisin, la Russie. C'est comme ça qu'il faut le qualifier. C'est une guerre lancée par la Russie. Une vision occidentale que les Occidentaux eux-mêmes voudraient faire passer pour universelle. Pourtant, la première question des journalistes camerounais montrait bien que la vision quant à la guerre en Ukraine est plus mesurée en Afrique qu'en Europe. Monsieur le Président, les Africains et particulièrement les Camerounais sont témoins des concours financiers et de la qualité des matériels militaires que l'Occident apporte à l'Ukraine en guerre. Lorsque l'on sait que les pays africains en difficulté économique ou même en conflit ont du mal à recevoir pareille bienveillance, pareille assistance, Monsieur le Président, comment assumez-vous ces 2 poids, 2 mesures? Je vous remercie. En effet, pour beaucoup d'Africains, la place occupée par le conflit en Ukraine dans les discussions occidentales est pour le moment outrancier, à plus forte raison que les racines de la guerre sont en lien direct avec les procédés otaniens. Emmanuel Macron a d'ailleurs sorti son numéro de « En même temps » de mauvaise foi en toute quiétude. Le choix qui a été fait par les Européens, premièrement, n'est en aucun cas de participer à cette guerre, mais de la reconnaître et de la nommer. Là où je vois trop souvent de l'hypocrisie, en particulier sur le continent africain, je vous le dis avec beaucoup de calme et de sérénité, à ne pas savoir qualifier une guerre qui en est une et à ne pas savoir dire qui l'a lancée. En résumé, les Occidentaux livrent des armes à l'Ukraine contre la Russie tout en soutenant qu'ils ne participent pas à la guerre. Mais ce sont les Africains qui sont hypocrites. Bah oui, c'est d'une logique imparable. À cela s'ajoute bien entendu le mépris macronien que les Français connaissent bien. En effet, si les Africains ne marchent pas dans les pas de l'OTAN sur le conflit ukrainien, c'est uniquement parce que la Russie se livre à des pressions diplomatiques. Une déclaration qui rejoint le délire partagé par la Macronie sur l'influence permanente de Moscou sur le continent noir. En effet, Laurent Saïm, l'ancienne journaliste et ancienne porte-parole du candidat Macron, a fait une déclaration délirante dans la même veine. Il y a aussi un contrôle russe qui s'est fait là-dessus, et moi, il y a un chiffre qui m'a vraiment interpellé, c'est de voir que les Russes ont installé 15 000 universités en Afrique. La Russie aurait donc construit
15 000 universités en Afrique. Alors pour votre information, en France, il y a environ 70 universités. Et en Afrique, il y a 55 pays. Alors avec toute la bonne foi qu'on peut accorder à ces déclarations, lol, si chaque pays africain avait autant d'universités que la France, on arriverait péniblement à 3850 universités. Mais Laurence Saïm, elle sait que les Russes en ont construit 15 000. Bah voyons. Mais les Russes ne sont pas seulement derrière les pressions diplomatiques sur l'Afrique et dans l'essor universitaire, non, ils sont aussi partout dans les médias. Je crois que nous serions naïfs de ne pas nommer ce qui s'est développé ces dernières années, qui est ce que j'appellerais une présence hybride de la Russie sur le continent africain, qui passe d'abord par du développement de la propagande, qui passe par des médias télévisés. J'ai du mal à parler de journalisme, parce que je vous respecte trop. Ce ne sont pas des confrères à vous, mais des femmes et des hommes qui expliquent ce qu'est la voix de la Russie et qui diffusent des fausses informations. Et donc, la Russie, en Afrique, a beaucoup diffusé des fausses informations. Elle est en train d'ouvrir les officines que sont Ruchet ou Spoutnik que nous venons d'interdire en Europe et dont nous savons combien elle diffuse des fausses informations sur le sol africain. Et oui, le président Macron est tellement pour la liberté de la presse qu'il est fier de rappeler quand il ferme des médias. Ben oui, là aussi, c'est une logique imparable. Emmanuel Macron ne pouvait pas terminer la conférence de presse sans parler du fameux groupe Wagner que les Occidentaux ont décidé de renommer milice. Et elle a complété son offre diplomatique par l'intervention de milices Wagner. Et en particulier, ce que nous avons vu ces dernières années fleurir en République centrafricaine et au Mali, pour ne citer que 2 cas, est très préoccupant. Parce que ce ne sont pas des coopérations classiques. À ce moment-là, c'est la Russie qui décide, par le truchement de milices, de venir en soutien soit à des pouvoirs politiques affaiblis, qui décident de ne pas gérer leurs problèmes de manière politique, mais de les militariser, soit à des juntes militaires qui n'ont aucune légitimité politique, pour leur dire « nous vous apportons sécurité et protection à vous, pas à votre peuple, à vous ». Une vision là encore partisane qu'il ne faudrait surtout pas mettre à l'épreuve de la comparaison avec les groupes qui reçoivent les armes de l'OTAN en Ukraine. Le 2 poids 2 mesures évoqué par le premier journaliste aura donc bien rythmé l'intégralité de l'intervention macronienne à Yaoundé. Obsédé par ce que fait la Russie sur la planète, Emmanuel Macron aura encore oublié l'essentiel, ce que la France, défaite de sa souveraineté, n'est quant à elle plus capable de faire. Immigration et sécurité, le gouvernement tente de jouer le virage à droite avec Gérald Darmanin, une manœuvre aussi superficielle que risquée pour la majorité. Se saisir d'un fait divers pour défendre une posture politique, la méthode est rodée, même éculée. Dimanche, un individu en situation irrégulière a été arrêté, suspecté d'être l'agresseur de policiers à Lyon. Une affaire qui a rapidement fait réagir le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui, dès dimanche midi, a évoqué cette arrestation sur les réseaux sociaux. La culture de l'immédiateté et de la publicité pousse ainsi le premier flic de France à se féliciter de cette arrestation un peu rapidement, alors que quelques heures plus tard, le parquet mettait totalement hors de cause le suspect. Le ministre, qui s'était un peu vite emporté, a dû faire des acrobaties lundi pour se dépêtrer de cette vilaine affaire. Sur une personne qui a été interpellée par les services de police, qui était multirécidiviste, condamné à de très nombreuses reprises et qui était étranger en situation irrégulière. Qu'il ait un lien ou non avec l'enquête en cours ne change rien. Sauf que le lien ou non avec l'enquête ne change pas rien. Et le fait qu'une personne soit accusée de quelque chose qu'elle n'a pas fait n'est pas normal, encore moins quand l'accusation infondée vient du sommet de l'État. Lundi, le ministre de l'Intérieur s'est même étonné que l'individu soit toujours sur le sol français. Cette personne n'est pas légalement sur le territoire national, ça veut dire qu'il n'a pas de papier. Depuis quasiment 1 an, nous cherchons à l'expulser, puisqu'il a eu une OQTF, un arrêté de reconduite à la frontière depuis plus d'1 an, et il était multirécidiviste. Gérald Darmanin met finalement en exergue l'incapacité de l'État à expulser un délinquant. Gérald Darmanin est ministre de l'Intérieur depuis plus de 2 ans et partage donc la responsabilité de cet échec. Faute d'assumer son incurie, le ministre a préféré s'en prendre à la gauche qui, selon lui, défendrait le délinquant plutôt que la police. Et donc moi je m'étonne que l'extrême gauche, au lieu de pouvoir protéger, de soutenir nos policiers qui ont quand même été violentés de façon inacceptable dans ce quartier de Lyon, je vois M. Piolle par exemple, qui tient des propos
extrêmement étonnant. Je m'étonne donc que cette extrême gauche préfère tenir du côté de ce délinquant étranger que du côté de la police de manière générale. Une diversion qui ne doit pas faire oublier que la gauche qui accuse Gérald Darmanin n'est pas au pouvoir. D'un point de vue de la gestion sécuritaire, le ministre montre l'étendue de son échec. En revanche, en matière de communication politique, Gérald Darmanin poursuit la quête macroniste de l'électorat de droite. Après avoir fini d'assécher le Parti socialiste, la base électorale de LR et les cadres de ce parti sont toujours une cible pour renforcer la majorité centriste. En tentant d'incarner l'ordre contre la gauche, le mouvement opéré par le gouvernement n'est cependant pas sans risque puisque les oppositions de droite, à savoir LR et le RN, pourront largement attaquer la majorité sur son bilan. L'avocat Les Républicains Thibault de Montbrial, également président du Centre de réflexion sur la sécurité intérieure, semble ainsi devenir une tête d'affiche de la droite parlementaire pour les questions sécuritaires, n'hésitant pas à établir des passerelles entre immigration et délinquance et à évoquer l'importation de luttes tribales. Il tape dur et impose un discours musclé qui oblige le gouvernement à réagir au risque d'une surenchère pas toujours intelligente. Comme lorsque Gérald Darmanin dit assumer une forme de double peine pour l'expulsion des délinquants en situation irrégulière. Ceci étant dans une situation doublement délictuelle, il n'y a rien de très sulfureux à admettre leur expulsion. Effet étonnant de la normalisation du RN, les LR pourraient s'imposer dans le discours sur un thème pour lequel la droite parlementaire a échoué lorsqu'elle était au pouvoir. Le perdant de cette opération séduction de la droite sur les questions sécuritaires pourrait finalement bien être la majorité, qui marquera une ligne rouge avec une partie de la gauche, tout en offrant une fenêtre de tir à ses oppositions de droite. Les JO de Paris vont-ils tourner au fiasco ? À 2 ans de l'événement mondial, Emmanuel Macron s'agite. Lundi, une réunion de chantier supervisée par le président lui-même était censée apaiser les inquiétudes. Les images de chaos aux abords du Stade de France sont encore dans tous les esprits qu'il faut déjà penser aux Jeux Olympiques de Paris. Et il faut dire qu'après cette gestion calamiteuse de la finale de la Ligue des Champions, la perspective des Olympiades pose déjà de nombreuses questions. Qu'à l'image de la France, les JO de Paris 2024 imprimeront-ils dans les esprits ? Combien faudra-t-il de vigiles, de policiers, de militaires, de caméras de surveillance et de patrouilles pour empêcher un drame dans la ville lumière ? Et combien tout cela va-t-il coûter ? À 24 mois de l'ouverture des Jeux, l'inquiétude monte et Emmanuel Macron tente depuis quelques jours de rassurer les parties prenantes. Le président sait qu'il n'a pas le droit à l'erreur. Si la situation dégénère, il pourrait ne pas se relever de cette épreuve olympique placée comme une haie au milieu de son second quinquennat. Pour assurer la sécurisation des sites olympiques et de la cérémonie d'ouverture, il peut d'abord compter sur son nouveau préfet de police à Paris, Laurent Nunez. Avec son ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, il prévoit 11 nouvelles unités de force mobile afin de mobiliser quotidiennement entre 7 000 et 11 000 policiers et gendarmes du 26 juillet au 11 août 2024. Appelé à la rescousse, le secteur de la sécurité privée devra quant à lui fournir près de 25 000 agents. L'État a annoncé une aide de 22 millions d'euros pour doper la formation dans cette filière décimée par la pandémie. Enfin, l'opération Sentinelle devrait aussi monter en puissance d'ici aux JO. Outre les moyens humains, c'est surtout le déroulement des Jeux Olympiques qui inquiète. Lors de la cérémonie inaugurale, Emmanuel Macron et Anne Hidalgo veulent que la parade des nations, lors de laquelle défilent les 10 000 athlètes participant aux Jeux, habituellement dans l'enceinte protectrice d'un stade, se fasse en plein air, sur la scène, dans des embarcations spéciales, avec un public immense sur les berges. Une vraie passoire en termes de sécurité qui fait dire au criminologue Alain Bauer que la cérémonie d'ouverture des JO de Paris 2024 est une folie criminelle. Du côté du relais de la flamme olympique, de la mi-avril au 26 juillet 2024, l'opération devrait également porter son lot d'imprévus. Il s'agit en effet d'un long périple de 80 jours pour un parcours d'environ 12 000 km sur 63 départements, dont 4 ultramarins, qui devra être sanctuarisé comme le Tour de France de cyclisme. En tout, la sécurité des JO de Paris 2024 pourrait s'élever à 1 milliard d'euros. Mais aucune ligne budgétaire ne prend en compte ce coût faramineux. À l'issue d'une réunion de chantier lundi, le chef de l'État assure qu'il n'y aura pas de nouvel impôt car les Jeux financeront les Jeux. À cela s'ajouteront 3,4 millions d'autres billets pour les Jeux paralympiques. Un calcul qu'il faudrait faire commenter à la Grèce. Quoi qu'il en soit, le budget initial a déjà été dépassé. Prévu à hauteur de 6,6 milliards, il atteint aujourd'hui les 8 milliards et pourrait monter jusqu'à 11 milliards si l'on tient compte du mécanisme de garantie offert par l'État au comité d'organisation, dans la limite d'un montant maximal de 3 milliards d'euros. Mais quand on aime,
on ne compte pas. Et passons à présent à l'actualité en bref. Peut-on croire en une cour de justice un peu plus juste? Mardi soir, l'Assemblée nationale a élu les 6 parlementaires qui siégeront à la Cour de justice de la République. Parmi eux, un député LFI et un RN. Parmi les nouveaux visages, donc, l'insoumise Danielle Obono et le Rassemblement national Bruno Bilde, mais également un député LREM, l'avocate Émilie Chandelet. Ils rejoignent les députés déjà membres de cette institution sous la précédente législature, Philippe Gosselin, LR, Laurence Wiśniewski, Modem et Didier Paris, LREM. Du côté des sénateurs, on compte une majorité de LR, Chantal Decenne, Catherine Di Folco, Antoine Lefebvre, le socialiste Jean-Luc Fichet, la centriste Evelyne Perrot et un indépendant Teva Rohfritsch. Ces 12 parlementaires auront à juger de l'enquête ouverte en juillet 2020 sur la gestion de l'épidémie de Covid-19 par les autorités et notamment du cas Agnès Buzyn mise en examen. Les agressions contre les médecins ont augmenté en 2021, révélé mardi par le Conseil de l'Ordre. Les chiffres montrent une augmentation de 5,6% des déclarations d'incidents qui s'élèvent à 1009 contre 995 en 2020. Les agressions verbales représenteraient 70% des incidents rapportés, le taux le plus élevé depuis 2011, une évolution qui peut être rapprochée de la campagne vaccinale et de la gestion de la crise du Covid. 61% des médecins ciblés par ces agressions sont des généralistes. L'enquête avance dans l'affaire du trafic d'antiquités au Louvre d'Abu Dhabi. L'ex-bras droit de l'ancien patron du Louvre, Jean-François Charnier, a été placé en garde à vue lundi. Il serait responsable des failles dans les modalités d'acquisition des œuvres d'art par le musée arabe. Il aurait également reçu 110 000 € en 6 versements de la part d'une société offshore basée aux îles Grenadines dans les Caraïbes. Or, les conservateurs n'ont pas le droit de se livrer au commerce d'œuvres d'art. Une jeune femme enfermée de force dans le coffre de sa voiture par un voleur. Les faits se sont déroulés dimanche sur un parking d'un supermarché de Pont-à-Mousson. En Meurthe-et-Moselle, une femme de 28 ans s'est fait voler sa carte bleue par un individu qui la menaçait avec un pistolet. Enfermée, elle a réussi à composer le 17, ce qui a permis à la police de suivre la trajectoire du véhicule et d'arrêter l'agresseur après avoir sauvé la victime. L'homme âgé de 57 ans était en possession d'une arme factice et de 1 000 € en liquide qu'il avait retiré avec la carte bleue volée. Sans mention à son casier judiciaire, il doit être jugé ce mercredi en comparution immédiate. L'augmentation des pensions de retraite restera en dessous de l'inflation. Dans la nuit de mardi à mercredi, les députés de l'opposition ont réussi un coup de force avant de revenir dessus. Alors que l'inflation est estimée sur l'année à 5,5%, la hausse des pensions a été fixée à 5,1%, 1,1% en janvier et 4% en juillet. Il manquait donc 0,4% d'ajustement pour un coût supplémentaire sur 6 mois de juillet à décembre 2022, estimé à 500 millions d'euros pour les finances publiques. Mais alors qu'un amendement en ce sens avait été voté, Bruno Le Maire a demandé une nouvelle délibération qui a annulé la précédente, le ministre de l'économie promettant une nouvelle hausse en janvier 2023. Et pendant ce temps, les 40 000 fonctionnaires de l'UE obtiennent 8,5% d'augmentation de salaire, annoncée à la mi-juillet. Cette augmentation vise à compenser l'inflation. Pour la présidente de la commission, Ursula von der Leyen, dont le salaire était jusqu'à présent de 29 205 € par mois, cela représente une augmentation de près de 2 500 € mensuels et non imposable car elle a le statut de diplomate. Précisons que le salaire de base le plus bas d'un fonctionnaire européen est de 3 000 € par mois. À noter également que le salaire de base d'un commissaire européen est de 23 809 €. Il passera donc à 25 833 €, ce qui n'empêche pas cette élite administrative de demander l'austérité un peu partout en Europe. Le prince héritier saoudien revient en odeur de sainteté en France. Après un passage en Grèce mardi, Mohamed Ben Salman, dit MBS, doit se rendre en France pour sa première visite dans l'UE depuis l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi. Une visite qui intervient moins de 2 semaines après celle du président Joe Biden dans le Royaume. Dans le contexte de la flambée des prix de l'énergie, les pays occidentaux cherchent à convaincre le premier exportateur de brut à ouvrir les vannes pour soulager les marchés. Mais Riyad résiste à ces pressions, invoquant son engagement vis-à-vis de l'OPEP+, l'alliance pétrolière qu'il co-dirige avec Moscou.
En Tunisie, sans surprise, le oui l'emporte et l'opposition crie au scandale avec une majorité écrasante de 94,6% annoncée mardi. La nouvelle constitution a été adoptée. Elle permet au président Kais Saied de rompre avec le système parlementaire et de renouer avec un régime présidentiel. La coalition d'opposition dont fait partie le mouvement d'inspiration islamiste Ennahda, qui avait appelé à boycotter le scrutin, a accusé mardi l'autorité électorale d'avoir amplifié et falsifié les chiffres sur l'affluence au scrutin, en annonçant lundi soir la participation de près de 28% de l'électorat, remettant en cause la légitimité du vote avec une aussi faible mobilisation. Mick Jagger aurait dû choisir une autre anecdote. Le chanteur iconique des Rolling Stones a fait une confidence entre deux chansons lors du concert du groupe samedi à Paris, dans le cadre d'une tournée en Europe pour fêter ses 60 ans de carrière, demandant en français à la foule « Vous savez comment je suis arrivé ici cet après-midi ?» Il répond lui-même « Je suis venu à vélo avec Anne Hidalgo », une réponse accueillie par des huées qui couvrent alors les paroles du chanteur. Vous savez quelque chose? Vous savez comment je suis arrivé ici cet après-midi? Je suis venu en vélo avec Anne Hidalgo. C'est la fin de cette édition. Ce soir, un perle de culture aux couleurs vendéennes avec le 30e anniversaire de la restauration de la chapelle Basse-Mer. Et pour le Zoom du jour, retrouvez Florian Philippot, le président des Patriotes. Il évoque le rôle de l'opposition à l'Assemblée nationale et la politique internationale délirante de Bruxelles face à Poutine. Et pour terminer cette édition, tout de suite, votre chronique Mes libertés politiques avec François Biot-de-Lautner. Merci pour votre fidélité. Bonne fin de soirée à tous et à demain. Retrouvez mes libertés politiques avec terredefrance.fr, parfums et accessoires solidaires du monde rural. Par la grâce d'une sorte d'écologisme débile qui envahit les sociétés occidentales, tout ce qui est non polluant est bon par définition et tout ce qui est polluant est mal par définition. Les écolo-bobos imposent donc leur idéologie à la vitesse de l'éclair, les politiciens de tous bords, de l'extrême gauche au centre droit, se faisant un devoir de se soumettre à cette idéologie souvent aberrante. Il en résulte que les trottoirs sont désormais un lieu de guerre qui oppose les malheureux piétons aux bicyclettes, aux trottinettes électriques, voire même aux motos, car souvent les motards ne se refusent rien. Chacun d'entre nous est désormais confronté à une menace permanente. Il devient très stressant d'arpenter les trottoirs des centres-villes. L'on est frôlé en permanence par des engins qui roulent à grande vitesse quand on n'est pas purement et simplement bousculé, voire jeté à terre. Et ne parlons pas de la traversée des rues sur le passage piéton prioritaire. Pour la plupart des deux roues, les prioritaires, ce sont eux. C'est ainsi que l'on déplore en permanence des drames qui sont d'autant plus aberrants qu'ils ne devraient jamais arriver. Lorsqu'un petit garçon perd la vie à Nice récemment parce qu'il est percuté par un conducteur débile de trottinette, l'on a envie de hurler sa colère. Car enfin, si nous n'étions pas en France, le problème pourrait être résolu immédiatement. Une loi pourrait indiquer que tout deux roues roulant sur un trottoir serait immédiatement saisi et détruit. Dès le lendemain de l'apparition de la loi, plus un seul deux roues ne roulerait sur les trottoirs. Vous allez me dire, oui, mais que faire des enfants qui roulent en trottinette ou des cyclistes qui veulent éviter de rouler sur les rues pour éviter les voitures? Eh bien, que tout ce petit monde marche à pied ou prenne les transports en commun. Et s'il roule sur les trottoirs, que ce soit à une vitesse particulièrement réduite. Car il devient urgent que le trottoir cesse d'être un lieu de stress et un espace dangereux pour redevenir un lieu sécurisé. Quant aux écolo-bobos, qu'ils cessent de nous casser les pieds et qu'ils deviennent vraiment écologiques en agissant pour sauver l'homme avant de sauver la planète, qui, elle, se fiche complètement d'être sauvée ou pas. Je vous souhaite une très bonne soirée.